France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, pour découvrir les principaux acteurs de l'Europe. Alors après la chute du mur, une institution a été chargée de faciliter le passage à une économie de marché dans les pays d'Europe centrale et orientale. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, est détenue par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement et surtout 72 pays, dont d'ailleurs l'Ukraine, la Russie, la Chine, les États-Unis. Elle finance des projets dans 37 pays à l'est, donc on le disait, de l'Europe. Et cette semaine, nous vous proposons de rejoindre depuis Londres, son siège social, sa présidente, une présidente française, Odile Renaud-Bassot. Bonjour. Bonjour. Vous avez été directrice générale adjointe de la Caisse des dépôts, une grande institution financière française publique, et puis divers postes d'ailleurs jusqu'à la Commission européenne. Vous connaissez un petit peu Bruxelles en effet. Depuis sa création en 1991, votre banque a investi 210 milliards d'euros et l'an dernier, vous avez d'ailleurs atteint un chiffre record de 16,6 milliards. Dans quel pays d'abord et quel type de projet ? Alors, on investit dans les pays de l'Europe de l'Est, mais aussi un pays comme l'Ukraine, des pays de l'ancien bloc soviétique de l'Asie centrale, les pays du Caucase, donc Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, et depuis 2012, les pays du nord de la Méditerranée, donc Égypte, Maroc, Tunisie, mais aussi Jordanie, et dans les mois qui viennent, nous allons commencer à investir dans quelques pays d'Afrique subsaharienne. Plus de 75% de nos investissements sont dans le secteur privé, finançant des entreprises locales, des PME locales, soit directement, soit en passant par des institutions financières, des banques locales, mais aussi des projets d'investisseurs étrangers dans ces pays. Et la moitié de nos investissements ont un effet positif sur l'environnement, le climat, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Et beaucoup de nos investissements, 45% de nos investissements, ont aussi une composante pour faciliter l'intégration des femmes dans l'entrepreneuriat, le soutien de femmes entrepreneurs ou leur participation à la vie professionnelle. Vous targuez d'investir dans la transition verte et les projets liés au genre. Or, on sait que les États-Unis, qui sont vos contributeurs pour 10% du capital, sont totalement opposés sous l'administration Trump à tout investissement sur ces sujets qui ne les intéressent pas, voire les rebutent. Ça vous pose problème ? Alors, on vient d'adopter notre stratégie qui a été adoptée par nos actionnaires, dans lequel je pense qu'il y a un accord pour dire qu'il faut développer l'accès à l'énergie pour l'ensemble des pays. Et dans l'accès à l'énergie, aujourd'hui, les solutions de renouvelables, le développement des énergies solaires, le développement des énergies éoliennes est aujourd'hui très compétitif par rapport à d'autres sources d'énergie. Donc en fait, quand on développe de nouveaux projets d'investissement, ça fait beaucoup de sens économique de développer ce type de projet. En ce qui concerne les questions de soutien aux projets pour les femmes, là aussi, il y a un consensus de nos actionnaires sur l'importance de la participation des femmes à la vie économique, l'importance de l'inclusion et de développer les entreprises, de créer des emplois aussi pour des femmes entrepreneurs. Donc il y a des sujets des discussions avec nos différents actionnaires sur les cibles, certains investissements, mais il y a quand même une très bonne base de consensus sur ces priorités que j'ai indiquées. Alors, je le disais en introduction, la BERD, donc votre banque, était à l'origine dédiée à développer, après 91, le rattrapage économique des Européens de l'Est qu'on avait laissé derrière le mur pendant toutes ces années, leur passage donc à l'économie de marché. La mission, vous considérez qu'elle a été réussie quand vous voyez l'état de leurs infrastructures, la tendance à la corruption et à se tourner même vers des solutions populistes. On pense aux élections roumaines, polonaises récentes. Je pense que
on a eu des résultats, on n'est pas les seuls, on a contribué à une transition très importante de ces pays. Je pense que le processus d'adhésion à l'Union européenne, avec toute la reprise de l'acquis communautaire, l'intégration des normes européennes et le soutien de l'Union européenne à la transformation via des fonds européens a aussi été un élément très important de convergence. Quand on voit la convergence d'un pays comme la Pologne en termes de revenus par habitant, de développement économique, etc., c'est une transformation qui est remarquable. Après qu'il y ait des débats politiques, des tendances politiques à l'œuvre, on constate aussi que ces mouvements populistes ne sont pas uniquement dans les pays de l'Europe de l'Est. On voit ces tendances aussi dans des pays d'Europe occidentale. Et donc, je pense il y a toujours des progrès à faire en matière de corruption, de fonctionnement des marchés, etc. Mais c'est des sujets qu'on peut retrouver dans d'autres pays également. Vous avez cité la Pologne. En effet, cette Pologne, vous lui avez versé donc un prêt record de 1,3 milliard d'euros. Et cette Pologne, c'est vrai, elle a plus de 3% de croissance en 2025. C'est d'un des pays le plus en croissance. Mais en revanche, la Bulgarie, pays plus pauvre d'Europe, avec aussi beaucoup d'aide de votre banque, la BERD, 272 millions. Pourquoi ça marche dans certains pays et pas d'autres? Alors, d'abord, ce qu'on fait, c'est effectivement, c'est pas des subventions, mais c'est vraiment des investissements. Oui. Donc, par exemple, en Pologne, on a investi beaucoup dans des projets d'éoliennes offshore, mais aussi des soutiens à des entreprises polonaises dans différents domaines d'activité. Ça peut être pharmaceutique, ça peut être distribution, etc. Donc, c'est beaucoup d'investissements dans des fonds de private equity également. Et après, pourquoi certains pays vont croître plus vite, vont se développer plus rapidement que d'autres. Ça dépend de facteurs économiques, de facteurs démographiques. Ça dépend aussi beaucoup du fonctionnement des institutions, de l'état de départ. Je pense que la Pologne avait un potentiel économique de départ plus avancé que la Bulgarie. Donc, il y a des pays qui sont plus ou moins avancés dans la phase de rattrapage. C'est des choses où on regarde, on analyse pour déterminer un peu nos priorités par pays. On regarde pour chaque pays où se situe en termes, par exemple, de cadre pour le droit des affaires, de transparence en matière d'activité économique, etc., pour essayer d'apporter non simplement des financements et financer des projets, mais aussi apporter des soutiens en matière de politique publique pour définir comment on peut améliorer le cadre juridique, par exemple, privatiser des entreprises, faciliter le développement de start-up innovantes, et donc comment le cadre économique général et institutionnel du pays et des réformes peuvent faciliter ce type de développement. Odile Renaud-Bassot, depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, vous ne financez plus de projets en Russie, mais vous financez très largement l'Ukraine, 7 milliards d'euros en tout, de 2 milliards cette année. Pour quel type de projet? Est-ce que d'ailleurs tous les pays financeurs de votre institution sont d'accord? On pense qu'il y en a des plus sceptiques sur l'Ukraine, la Biélorussie, la Turquie, voire la Hongrie. Effectivement, l'Ukraine est un de nos principaux pays d'opération. On a suspendu tout financement à la Russie, qui était traditionnellement un pays d'investissement très important pour la BERD, depuis 2014, en fait, depuis le conflit dans le Donbass. Et donc, on n'a plus fait de nouveaux projets en Russie depuis cette époque-là. Mais on a formalisé cette décision et suspendu tout versement en Russie et en Biélorussie depuis 2022. Donc, on a investi 7 milliards d'euros en Ukraine, un très fort soutien de nos actionnaires, avec une position évidemment différente de la Russie, à l'exception de la Russie, je dirais, et de la Biélorussie, mais très fort soutien de l'ensemble de nos actionnaires sur nos activités en Ukraine, qui visent vraiment à financer l'économie réelle. C'est-à-dire que les pays occidentaux ont apporté beaucoup de soutien à l'Ukraine en matière militaire, en matière budgétaire, pour aider le gouvernement à financer les fonctionnaires, les retraites, à faire tourner l'État. Et de notre côté, on finance l'économie réelle, c'est-à-dire qu'on va soutenir des entreprises ukrainiennes pour les aider à investir, les aider à développer leur activité. Et on finance aussi beaucoup de projets d'infrastructure, donc plus dans le secteur public, avec des entreprises publiques, pour permettre
à l'économie de continuer à fonctionner. Donc on a, sur les 7 milliards d'euros d'investissement qu'on a réalisés en Ukraine, il y a plus de 2,5 milliards qui sont dans le secteur de l'énergie, où on a beaucoup investi dans l'entreprise de distribution d'électricité, pour protéger les infrastructures ou pour reconstruire des infrastructures qui avaient été détruites par des bombardements russes, mais aussi l'entreprise de chemin de fer, par exemple, parce que la logistique et le Alors, fonctionnement des chemins de fer est extrêmement important dans un pays en guerre. Et donc, on a aidé l'entreprise à investir, développer des capacités, etc. Alors justement, parmi les projets que finance en Ukraine votre banque, il y en a un particulièrement symbolique, la sécurisation de la centrale nucléaire de Tchernobyl, au cœur du conflit ukrainien, endommagé par une attaque de drone en février. L'arche de confinement de cette centrale nucléaire nécessite des réparations auxquelles participe votre banque. Effectivement, la banque a eu un rôle extrêmement important puisqu'on a été les opérateurs pour la construction du sarcophage. L'attaque du drone pose des questions de sécurité à long terme, avec, comme ça a été mentionné, des risques d'infiltration d'eau qui peuvent porter atteinte à la sécurisation de l'infrastructure. Donc, on a besoin d'investir. On est très reconnaissant à la France d'avoir financé, de nous apporter 10 millions d'euros pour pouvoir commencer à prendre des mesures immédiates, de court terme. Ça va être un projet de longue haleine et on va avoir besoin de financement additionnel, mais c'est effectivement un sujet de grande importance pour la sécurité et pour éviter l'augmentation de radiation dans la durée. Donc ça reste un sujet de préoccupation pour nous, de même que d'une façon générale, la sécurité des infrastructures nucléaires en Ukraine, pour lequel on a apporté des financements importants dans le passé. Alors les Ukrainiens dépendent beaucoup des Américains, aux 3/4 pour leur armement. Les Européens vont financer en priorité des projets à application militaire fabriqués par des Européens, selon un système d'ailleurs de préférence européenne. Est-ce que, à la Baird, cela vous concerne particulièrement de savoir si on finance européen? Alors nous, on n'intervient pas dans le financement d'équipements militaires, hein, parce qu'on est une banque multilatérale avec des actionnaires très diversifiés. Ce qui est important, c'est d'abord d'apporter un soutien militaire rapide à l'Ukraine, parce que les besoins sont immédiats. Et je pense qu'il est important pour l'Europe à long terme de construire aussi sa capacité, de renforcer ses capacités militaires dans un univers, dans un monde où les tensions géopolitiques sont clairement accrues et où avoir une capacité de réaction et de défense est extrêmement important. Odile Renaud-Basso, au fil du temps, votre banque s'est un peu éloignée, vous le mentionnez, de l'Europe de l'Est et a investi très largement sur le continent africain et sur d'autres continents. Par exemple, on est aussi en plein conflit du côté d'Israël et de Gaza et la banque apporte un soutien au secteur privé en Cisjordanie, notamment par une prise de participation dans la Banque de Palestine dans un contexte de conflit, je le disais, au Moyen-Orient. Comment investir à ce moment-là et dans ces conditions-là? Effectivement, on investit en Cisjordanie et pour soutenir le secteur privé et l'activité des opérateurs économiques en Cisjordanie. J'ai visité nos opérations, etc. Et on aide, par exemple, donc on a investi dans la Banque de Palestine qui joue un rôle en matière d'accès aux services financiers, de financement du tissu économique, des PME, mais aussi des ménages très importants pour que les gens puissent continuer à travailler, à se financer, à exporter, etc. Et donc, on travaille avec cette banque, on travaille aussi avec des institutions de microcrédit et on soutient, par exemple, des entreprises dans le domaine pharmaceutique où vous avez pas mal de PME qui peuvent avoir besoin de financement dans un contexte économique très difficile et qu'on continue à soutenir. Et ça fait partie de notre mission en termes d'évidemment, mesure toujours le risque. On a parfois des garanties, on bénéficie parfois de garanties. Ça a été le cas en Ukraine, mais aussi en Cisjordanie, on peut bénéficier de garanties de l'Union européenne ou de nos actionnaires bilatéraux. La France nous a apporté des garanties importantes pour nos activités en Ukraine, qui permettent de réduire le risque pour la banque en tant que telle. Mais ça fait aussi partie de mandat d'une banque publique de développement
de soutenir des pays et le secteur privé dans des situations particulièrement difficiles. Alors On a précisément, continué de soutenir, par exemple, aussi au Liban, pardon, le Liban a été dans une situation très difficile pendant depuis plusieurs années. On continue d'intervenir pour soutenir les échanges commerciaux et les flux commerciaux entre le Liban et des pays extérieurs. alors justement, vous investissez très largement en Afrique. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria seront effectivement des pays bénéficiaires de la Banque européenne de reconstruction et de développement à partir de juillet. Est-ce que c'est parce qu'ils ont adhéré au tour de table de la BERD? Et là, vous parliez aussi du fait que vous financiez essentiellement le secteur privé. Est-ce que c'est pour éventuellement contourner des problématiques de mauvaise gouvernance? Alors, je crois que le mandat de la banque sur le développement du secteur privé, c'est l'idée que c'est très important pour qu'un pays prospère, crée des emplois, etc., d'avoir un secteur privé dynamique. Et donc, en fait, pouvoir intervenir comme une banque en soutenant le secteur privé, ça fait vraiment partie de stratégies de développement dans l'ensemble des pays en développement. Et on voit aujourd'hui de plus en plus de banques multilatérales d'ailleurs se tourner vers ce modèle et mesurer l'importance du secteur privé. Donc c'était le mandat d'origine de la banque. Compte tenu du succès et des réussites qu'on a pu avoir dans les pays dans lesquels on intervenait historiquement, les actionnaires ont décidé de nous donner la possibilité d'intervenir dans des pays d'Afrique subsaharienne où justement, compte tenu des enjeux démographiques, compte tenu du besoin de croissance économique et du besoin de transition économique, le rôle du secteur privé va être absolument essentiel. D'où ce nouveau mandat qu'on va commencer à mettre en œuvre. On n'a pas encore commencé à investir dans ces pays. Et qu'on va déployer en travaillant avec les entreprises locales, les institutions financières locales et des investisseurs étrangers investissant dans ces pays. Merci à vous d'avoir été notre invitée, Odile Renaud-Bassot, aujourd'hui, donc patronne de la BERD. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie pour notre débat avec nos invités eurodéputés et la chaîne parlementaire. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen. Ça se réchauffe des deux côtés de la Manche. Le Brexit semble bien loin et les deux rives britanniques et européennes se rapprochent sur la géopolitique et sur l'économie. La visite d'État du président français Emmanuel Macron du 8 au 10 juillet au Royaume-Uni témoigne de cet empressement. Et puis de son côté, l'Union européenne a conclu en mai dernier un accord important avec le gouvernement travailliste de Keir Starmer sur plusieurs sujets. Oui, sur le commerce, la pêche, sur l'immigration, mais aussi sur la mobilité des jeunes. Une étape importante a été franchie 5 ans après ce divorce historique. Nous tournons une page, nous ouvrons un nouveau chapitre dans notre relation unique. C'est l'histoire de partenaires historiques et naturels, côte à côte sur la scène mondiale. Il est temps de regarder vers l'avenir. Il est temps de passer des vieux débats stériles et des combats politiques pour se concentrer sur la recherche de solutions pratiques et de bon sens qui apportent le meilleur au peuple britannique. Et puis cette nouvelle relation prend un enjeu sécuritaire majeur depuis le désengagement de Donald Trump en Ukraine. Britanniques et Européens ont pris la tête de la coalition des volontaires en soutien de Kiev. Ils veulent toujours croire aux vertus du multilatéralisme, mais aussi au libre commerce mondial. Alors pour en parler aujourd'hui, deux invités. Un ancien eurodéputé britannique jusqu'en 2020, la date du Brexit, Richard Corbett, bienvenue. Vous étiez d'ailleurs le chef de file du Parti travailliste ici au Parlement européen. Ce parti est au pouvoir actuellement, on le disait, au Royaume-Uni. Et puis avec vous, Isabelle Le Callennec, bonjour. Bonjour. Députée européenne française, membre du groupe du Parti populaire européen qui correspond à les Républicains en France. Est-ce que vous avez le sentiment d'ailleurs, vu justement de la France, que les Britanniques se rapprochent de nous ? Oui, je pense qu'il y a eu un pas de fait, très clairement. Moi, je siège ici depuis 1 an. Je suis membre de la délégation EU-UK et nous avons évidemment accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi de réserve, ce rapprochement entre le Royaume-Uni et l'Europe. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire. Pour ce qui me concerne, je suis anglophile. Pour ce qui me concerne, j'ai regretté le départ de nos collègues britanniques ici du Parlement européen. Et je pense, dans les matières que vous venez
venez d'indiquer qu'il y a du travail à faire et une coopération est tout à fait possible. Il faut y travailler dans le détail. Richard Corbett, actuellement, 56% des Britanniques estiment que le Brexit était une erreur. Est-ce que ça veut dire que cette volonté de rapprochement du gouvernement travailliste et puis de la population britannique est véritable et puis durable ? Elle est véritable. Pour l'instant, elle est prudente. Ce ne sont que les premiers pas, disons. L'accord était un accord cadre où il faut encore négocier beaucoup de détails. Mais le Brexit a été très décevant. La plupart des gens, c'était déjà une très faible majorité au début, mais de plus en plus de gens se rendent compte que le Brexit, ce n'est pas tout à fait ce qui a été promis par ceux qui prônaient le Brexit. C'est vrai que l'un et l'autre, des deux côtés de la Manche, on a pris un peu la nouvelle administration Trump en pleine figure. Est-ce que cette situation incertaine a finalement rapproché les deux anciens alliés, les a rapprochés et alignés d'ailleurs sur le soutien à Kiev, selon vous ? Alors, bien sûr, sur la question de la sécurité et de la défense, on a vu, c'était l'objet principal des discussions du 19 mai dernier. Le Royaume-Uni a eu beaucoup à perdre finalement de son départ de l'Union européenne. J'en veux pour preuve le livre qu'a écrit Michel Barnier, qui s'appelle « La grande illusion ». Et aujourd'hui, on peut mesurer à quel point c'était probablement une erreur. Et vous l'avez dit, peut-être le peuple britannique regrette. En tous les cas, aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Et donc, effectivement, sur ces questions de sécurité et de défense, sur ce qui se passe en Chine, sur ce qui se passe aux États-Unis, surtout les guerres, vous les avez citées, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, on a senti une véritable volonté de nos dirigeants d'essayer de trouver des solutions, de se rapprocher, par exemple, dans le domaine de la défense et de mieux coopérer, puisque l'armée britannique est une grande armée. Et donc, on a senti quand même qu'il y avait cette volonté de travailler ensemble. Pour moi, c'est effectivement très encourageant. Alors, problème technique, on va faire une pause, problème de micro. Il y a un problème de micro ? Oui, tout à fait, tout à fait. T'as plus rien là? Ok. Bah, il n'était pas vraiment dévissé, mais bon. Peut-être pose-le plutôt que de le mettre là, ça risque de... C'est peut-être le... Non ? Hop, ça c'est bon. Le câble, on va le remettre. Et du coup, là, ce qu'on a enregistré, c'est bon ou là, ah oui, ça a coupé net. Ah ok, bon, très bien. Bon, on peut continuer. Voilà. Merci. Donc je reprends. Ouais. Ok. Bon, on reprend la question d'avant, mais ça va nous... Bon, alors, on recommence. À la question d'avant, mais on va avoir un problème de timing après. On va pas savoir. Allez. Ouais, allons-y. Madame Le Calénet, c'est vrai que à la fois les Britanniques et nous-mêmes, on s'est un peu pris l'administration Trump en pleine figure. Et en l'occurrence, ça nous a en quelque sorte rapproché cette situation d'incertitude entretenue par Washington. Sur l'Ukraine, très clairement, est-ce qu'on est vraiment aligné d'ailleurs sur la réponse à Kiev et le soutien ? Je pense qu'il y a une volonté de se rapprocher et de trouver des solutions en commun et peut-être de parler de façon unanime sur ces questions géopolitiques qui sont très importantes aujourd'hui. La guerre aux portes de l'Europe avec l'Ukraine, vous avez cité Gaza. Et effectivement, ce président américain qui menace, y compris les Britanniques, d'augmenter les taxes douanières. Donc je pense qu'à plusieurs, on est plus fort. Et je pense que c'est le moment, effectivement, de renforcer nos liens avec les Britanniques qui ont aussi des rapports privilégiés avec les États-Unis. Il faut aussi aller regarder du côté de la Chine. Je pense qu'on va parler un peu de commerce. Est-ce qu'ils ont des rapports privilégiés avec les États-Unis encore ?
Vous diriez parce que la relation spéciale et tout ça, ça marche? Cela a toujours été un peu exagéré et maintenant ça ne marche pas tout à fait. Hein. Les Britanniques se sont rendus compte qu'ils sont en fait un pays européen. C'est leur voisin, l'Europe. La plupart des échanges commerciaux, c'est avec l'Europe. La situation géostratégique, c'est la même qu'avec le reste de l'Europe. Quand même, il faut relativiser cela. Et puis peut-être que les Britanniques se sont aussi rendus compte avec le désengagement américain en Ukraine que leur sécurité ne pouvait pas dépendre du grand frère américain. Et donc il y a eu cette coalition des volontaires avec les Français, les Polonais, les Allemands pour soutenir l'Ukraine et garantir la sécurité et l'avenir de l'Europe. Absolument. Nous sommes dans la même situation que l'Union européenne concernant l'Ukraine. La même solidarité avec l'Ukraine, la même inquiétude sur les États-Unis, les mêmes inquiétudes sur le Moyen-Orient aussi. Donc, il faut travailler ensemble. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes interdépendants et nous avons des solidarités. Donc, il faut foncer, il faut aller de l'avant. Travailler ensemble, c'est bien beau, mais en empruntant, comme ils ont réussi à le faire d'ailleurs pour le programme SAFE, 150 milliards d'euros pour produire de l'armement européen. Les 27 mettent en place cette clause de préférence européenne. Le Royaume-Uni est le bienvenu comme partenaire tiers. Est-ce qu'ils ne sont pas quand même un petit peu le cheval de Troie en Europe de cet armement américain à travers l'OTAN, etc. Ils favorisent régulièrement l'armement américain plutôt qu'européen. Nous souhaitons un pilier européen fort à l'intérieur de l'OTAN, dont évidemment les Britanniques sont membres. Nous souhaitons en effet une meilleure coopération, une meilleure interopérabilité entre nos armées. Et évidemment, si les Britanniques souhaitent intégrer ce programme SAFE, c'est avec les règles qui ont été édictées, effectivement, avec une préférence européenne. Ça me paraît tout à fait logique. Richard Corbett, ce rapprochement, il s'illustre également au Moyen-Orient, puisque le Premier ministre britannique Keir Starmer était prêt à suivre Emmanuel Macron dans son projet de reconnaissance d'un État palestinien pour trouver une solution politique au conflit israélo-palestinien. Alors cette démarche, elle a été gelée par la guerre Iran-Israël et par les frappes américaines de Donald Trump sur les installations nucléaires iraniennes. Finalement, la diplomatie franco-britannique, elle ne pèse pas grand-chose face à la force américaine dans cette région. Non, mais là, nous sommes dans exactement la même situation que comme si on était à l'intérieur de l'Union, où il y a des divergences aussi sur le Moyen-Orient. Situation très compliquée et difficile. Les sentiments sont plus ou moins les mêmes, hein, mais sur les détails pour comment y arriver et pour renverser cette tragédie, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde sur les détails. Mais en gros, nous tirons dans la même direction. Mais quand même, cette volonté commune franco-britannique de reconnaître un État palestinien, ça pouvait être une démarche forte pour essayer de faire bouger les lignes. Oui, mais il faut faire bouger le reste de l'Europe aussi. Ils sont très impuissants, c'est ce qui caractérise cette nouvelle relation franco-britannique et européano-britannique, c'est l'impuissance, notamment au Moyen-Orient. Alors, je ne dirais pas ça. Vous avez vu que les événements qui se sont produits sur l'Iran ont quelque peu décalé les discussions qui concernaient l'État palestinien. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que l'Union européenne et le Royaume-Uni ont à travailler sur tous les sujets que vous avez cités sans exclusive. Vous citiez le commerce tout à l'heure. Nous sommes le premier, l'Union européenne, partenaire commercial donc, des Britanniques. Vous avez cité tout à l'heure Erasmus, vous avez cité la pêche. Moi, je crois qu'on est capable, si on s'organise bien, avec méthode, une vraie stratégie, puisque le diable se cache dans des détails, de trouver les voies et moyens d'un rapprochement. Pour moi, il est nécessaire, il est utile, y compris pour le bien des citoyens. On partage des valeurs avec le Royaume-Uni. Il faut absolument qu'on arrive méthodiquement à avancer ensemble et que cet accord du 19 mai ne soit pas juste un slogan, mais qu'il s'inscrive dans la durabilité. Alors ce rapprochement, il est effectivement peut-être plus simple sur la question du commerce, Richard Corbett, puisque dans cet accord du mois de mai, eh bien, il est prévu que les produits du Royaume-Uni pourront être plus facilement exportés sur le marché européen avec des contrôles sanitaires harmonisés. Et puis en échange, les pêcheurs européens pourront avoir un accès aux eaux territoriales britanniques jusqu'en 2038.
On se souvient des Brexiteurs qui avaient prôné une souveraineté britannique dans les eaux territoriales. Et finalement, on a l'impression que c'est le pragmatisme qui revient sur le devant de la scène avec la volonté de commercer avec les Européens. Oui, parce qu'on a découvert qu'on a beau à demander que tout le poisson, c'est à nous, mais il faut ensuite vendre le poisson. La plupart des ventes des poissons britanniques, c'est sur le continent de l'Europe. Donc, c'était un peu trop facile ce que les Brexiteurs ont prôné avant le référendum. Et on a l'accord qui se fait maintenant, en fait, c'est une réalisation de la situation réelle. Il fallait quand même pouvoir vendre ces poissons à l'Europe, pas seulement les attraper. Est-ce que c'était un point de désaccord majeur entre la France et le Royaume-Uni, la pêche, hein? Est-ce que vous considérez que les pêcheurs européens, d'ailleurs au sens plus large, dans la Manche, les pêcheurs français sont désormais bien lotis et que la guerre de la pêche, cette parenthèse, est refermée? Parce qu'elle a été très effective, cette guerre, hein? C'était même chalutier contre chalutier. Je ne dirais pas ça. Je pense qu'il faut rester vigilant. Vous savez, le Brexit a eu un impact majeur. Moi, je suis élue en Bretagne. Pour les pêcheurs bretons en particulier, ça a généré ce qu'on a appelé un plan de casse. Et effectivement, il y a eu des grandes difficultés entre les Britanniques et les pêcheurs français, néerlandais, irlandais. Je crois que cette proposition d'autoriser l'accès aux eaux britanniques, y compris dans les 6-12 000 jusqu'en 2038, nous donne déjà une perspective. Je suis rapporteure permanente sur le Brexit au sein de la commission de la pêche et nous allons présenter un rapport qui essaye d'aller dans le sens du win-win. Parce que, vous l'avez dit très justement, c'est 72% de ce que les pêcheurs britanniques pêchent dans leurs eaux qui sont exportés vers l'Union européenne. Je pense qu'on peut réussir à s'entendre. Il faut pour ça être franc dans nos discussions. Il y a un comité spécialisé sur la pêche qui se réunit. On demande ici, nous, au Parlement européen, d'être associés, que les discussions soient transparentes. Et je pense qu'on peut effectivement rassurer les pêcheurs si on s'en occupe. Parce que c'est vrai que l'annonce qui a été faite par le Premier ministre d'avoir britannique de plus en plus d'aires marines protégées a eu de quoi inquiéter. Ça a été présenté et ça a été annoncé au moment de l'UNOC à Nice qu'il y aurait davantage d'aires marines protégées. Le sommet sur les océans. Alors, sur les océans, exactement. Comment vous l'interprétez, donc, Richard Corbett? Il faut, si je peux me permettre, juste qu'on s'assure, comme pour nous en Europe, que aires marines protégées ne veut pas dire interdiction totale d'aller pêcher, mais regarder au cas par cas ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut plus faire. Il faut évidemment protéger la biodiversité et évidemment préserver la ressource halieutique. Et ça, je pense que les pêcheurs britanniques, comme les pêcheurs européens, ils sont très attachés. Réponse là-dessus. Les poissons ont cette fâcheuse habitude de nager des eaux territoriales d'un pays vers l'autre, sans s'arrêter à la frontière. Exact. Donc, il faut travailler ensemble, parce que le gros problème pour la pêche maritime, c'est la surpêche. Il faut avoir des limites, des quotas. Et on est condamné à négocier ça ensemble. Si on est dans l'Union ou dehors de l'Union, ça ne change rien. On doit faire ça. Vous êtes sorti du système de quotas, mais oui. vous voulez imposer vos propres quotas. C'est ce que vous nous dites, en fait. Non, je dis qu'il faut négocier un accord commun, qu'on le veuille ou pas. Il n'y a pas d'autre solution. On finit en évoquant la mobilité des jeunes, puisque l'une des conséquences de ce Brexit, c'est la sortie du Royaume-Uni du programme d'échange étudiants Erasmus, avec des conséquences très concrètes. Par exemple, pour les Européens, les frais de scolarité outre-Manche ont explosé à 25 000 € par an. Conséquence, il y a un tiers d'étudiants de l'Union européenne en moins dans les universités britanniques. Isabelle Le Callennec, est-ce que le Royaume-Uni va revenir à terme dans ce programme Erasmus? Alors, ce n'est pas à moi de le dire. Moi, j'ai bénéficié de cette possibilité qu'on avait d'aller en Angleterre étudier. Et c'est sans doute la raison pour laquelle je suis aujourd'hui tout à fait anglophile. Moi, je me bats d'abord pour que l'Union européenne préserve les fonds Erasmus dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel, et qu'en effet, nos jeunes Européens puissent
ils y vont, hein, ils continuent à y aller, mais pas aux mêmes conditions qu'Erasmus. J'ai cru comprendre qu'Erasmus, pour les Britanniques... C'est 2 fois plus cher, hein, c'était 25 000 au lieu de 10 000. Exactement. C'était un programme très subventionné. J'ai cru comprendre que si les Britanniques n'étaient plus dans ce programme-là, c'était en raison de son coût. Mais j'ai vu aussi une ouverture avec la possibilité pour des jeunes d'aller peut-être sur une durée plus limitée, avec des quotas et un visa dédié. Je pense que c'est une ouverture. N'y allons pas trop vite et trop fort de peur de froisser et de tout bloquer. Je pense qu'il y a une ouverture et j'espère qu'on va là aussi pouvoir y travailler ensemble. Est-ce qu'il y a une ouverture? Parce qu'on a bien vu que le précédent gouvernement, celui-là, considère que c'est mettre trop d'argent sur la table que de souscrire au programme Erasmus et que ça intéresse moins les Britanniques de partir en Europe que l'inverse. Est-ce que c'est un peu vrai? Est-ce que ça change avec le gouvernement travailliste? Ça, c'était la position du gouvernement Johnson, farouchement anti-européen. Oui. Maintenant, il y a en effet une ouverture, mais le gouvernement Starmer, le gouvernement travailliste, veut aller pas par pas. Il est par nature très prudent, M. Starmer. Hein? Il veut aller lentement mais sûrement. Donc ça, c'est précisément une des détails qu'il faut négocier maintenant dans le détail. Mais que vous êtes vraiment intéressé à négocier parce que pour l'instant, ça n'a pas été mis dans le dernier accord, justement. Oui, ce qui a été mis dans le dernier accord, c'est ce que vous avez évoqué, cette idée d'avoir je ne connais pas le mot en français, mais un système de visa pour les jeunes. C'est un début. Et ça permettra ensuite d'aller plus loin. Peut-être, Richard Corbett, pour conclure, pour nous éclairer, est-ce que ce rapprochement entre Britanniques et Européens, c'est la volonté du Premier ministre Keir Starmer ou ça va être une constante dans les années à venir et une volonté des Britanniques? Et pour vous aussi, même question. Vous avez évoqué les sondages d'opinion tout à l'heure, hein, les 50 et quelques %. Si on enlève les indécis, donc les abstentions, ça donne 64% des gens pensent que le Brexit était une erreur et 62% voteraient pour rejoindre l'Union européenne s'il y avait un nouveau référendum. Cette tendance continue lentement mais sûrement à grimper. Donc, ça va être de plus en plus facile, point de vue de l'opinion publique, en tout cas pour un gouvernement britannique, d'aller plus loin. Inversement, on a envie de dire les Européens s'intéressent pas tant que ça. On avait l'impression que post-Brexit, c'était un peu fâché, ils ne s'intéressaient plus tant que ça au Royaume-Uni. C'est moins le cas maintenant avec ce qui se passe géopolitiquement. Ça y est, on se rapproche aussi. J'ai peut-être une vision déformée parce que je suis membre de cette délégation EU-UK. Nous sommes 35 parlementaires européens, 35 parlementaires britanniques. Nous nous sommes déjà réunis une première fois à la mi-mars. Nous nous reverrons mi-novembre. La semaine prochaine, en plénière à Strasbourg, nous recevons l'ambassadrice adjointe. Donc moi, j'espère que nous allons être partie prenante de ce rapprochement. Je pense qu'il sera utile à la fois pour les Britanniques, mais aussi pour les Européens. Moi, j'y crois. Il faut juste qu'on s'y emploie, qu'on ait de l'énergie et qu'on le fasse comprendre aussi à nos chefs d'État et de gouvernement, parce que vous savez qu'on n'est pas les seuls à avoir le dernier mot. Et merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. L'entente a été très cordiale sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie.